presque. Donc il faut laisser un petit peu, on va laisser un petit peu pour nos chers amis et citoyens tunisiens et membres, s'ils ont des questions sur ce point-là, qui demandent. Hein. Alors, qui a une question? السلام مرحبا بكم. جبتوا على التوريست بربي كيفاش التوريست يروح الخارج ب 180 يورو يعدي من سيمانه يجي غبار يمكن واكل شارب راقد ويحوس في البلاد طول سنين واحنا المواطنين في الخارج هنا انا والناس الكل اللي احنا دوزيام وتروازيام في الايكونومي التونسيين ولا سانكيام. انا واحد من الناس باش نروح على مرتي وولادي تحب لي 8 ملايين ماشي وجاي ومصروفي وماكلتي والكل. تونسير وشركه الملاحه واكلتني. Merci, on va répondre à la question. On va prendre 5 questions et on répond à une fois. Qui a une autre question? Merci. Est-ce que vous avez besoin que je traduise la question ou tout le monde a compris? Oui. Je vais la traduire. Donc le monsieur disait qu'un Français rentre à Djerba pour 180 €, une semaine tout compris, si j'ai bien compris. Et pour les Tunisiens, donc ça coûte un peu plus cher, même trop cher, parce que les compagnies tunisiennes ou d'autres aussi pour des bateaux. Donc pour une famille comme celle du monsieur, ça coûte 8 000 €, c'est ça? À peu près. Du Nord, 4 000 €. Donc voilà, 4 000 €, donc c'était ça la question. La question c'est brève, hein. Je vais essayer de parler sur le micro. C'est par rapport surtout au programme économique et social. Le modèle, aussi bien pour Mediatous, elle est dirigée pour M. Smith et Mme Nédé-Charlet en même temps, c'est que par rapport au modèle sur lequel vous réfléchissez, par rapport au modèle économique et social à venir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Qu'est-ce qui a inspiré justement ce modèle? Est-ce que c'est un modèle à fondement idéologique ou bien est-ce que c'est un modèle mixte? Est-ce que c'est un modèle qui va être sur le modèle ultra-libéral pour s'insérer mieux dans la mondialisation ou bien c'est un modèle tuniso-tunisien? Pourquoi pas? Et voilà. Donc voilà, donc c'est une question brève, c'est juste pour avoir un peu plus d'éclairage sur cette question du modèle économique. Merci. Voilà. Une autre question? Monsieur ici. Vous avez une question? D'accord. Donc on commence à répondre pour les deux questions. Donc la première question. Alors, pour répondre à la question sur la question du tourisme. Effectivement, les touristes payent 180, mais c'est exceptionnel quand même. Hein. Ils sont entre 300 et 400 en général les semaines. Parce que la Tunisie s'est inscrite dans un modèle au niveau du tourisme, un peu ce qu'on appelle le low cost. C'est-à-dire jouer sur la question des prix et non pas sur la question du haut de gamme. Pour faire venir sur la quantité et non pas sur la qualité, pas forcément sur la qualité, mais le haut de gamme. Elle n'a pas tablé sur le haut de gamme, elle a tablé plutôt sur le nombre. Plus il y a de monde et plus on peut amortir. Et à ce jeu-là, la Tunisie comme la Turquie se sont fait bien piéger parce qu'ils se retrouvent à devoir brader. Parce que les tours opérateurs jouent la concurrence interne et très souvent, vous avez des hôtels qui parfois accueillent en perdant de l'argent. Ils n'y gagnent pas du tout. Ils perdent de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Avec la période depuis 2 ans, les hôtels sont tellement en mauvais état. C'est-à-dire que sur le plan financier, hein, je ne parle pas de l'hôtellerie qui est en mauvais état, mais le tourisme est tellement malmené et il est en faillite, le secteur est sinistré. Je vous donne par exemple, l'année dernière, il y a eu à peu près, rien que sur la région de Hammamet, il y a eu à peu près plus d'une centaine de fermetures d'établissements. Ça veut dire des dizaines et des dizaines de milliers de personnes au chômage. Et de familles qui se retrouvent sans ressources. Il y a eu, je crois, 380 hôtels qui ont fermé sur le pays. Alors, l'équation est rapide. Vous avez un hôtel. Vous n'avez pas de réservation. Vous avez le choix. Soit vous fermez et vous dites j'ouvre que la saison où il y a du monde et je ferme le reste de l'année. Au moins j'amortis les coûts. C'est-à-dire que vous mettez au chômage tout le monde et vous disparaissez des catalogues. Et si vous disparaissez des catalogues, vous pouvez dire adieu à votre établissement. Vous disparaissez. Donc les hôtels se retrouvent tellement étranglés qu'ils ont fini par, sur 10, ils en laissent un ouvert
Ils le font fonctionner avec les personnels qui est recruté stable et qui est recruté réellement. Tous les saisonniers sont au chômage. Les autres travaillent à mi-temps parce qu'ils n'ont même pas de quoi. Et ils les payent à plein temps pour qu'ils restent à disposition au cas où ils ont une arrivée d'un groupe ou autre pour qu'ils puissent répondre à la demande en immédiat. Et ils vendent à perte, c'est une forme de publicité qu'ils font. C'est presque pour attirer le client qu'ils acceptent, qu'ils pratiquent ces tarifs-là. C'est au moins remettre un peu de la dynamique et voir du monde. C'est comme si, vous savez, quand on vous loue les appartements là en timeshare, vous connaissez le principe où vous prenez une semaine sur l'année, vous n'êtes pas propriétaire de l'appartement, mais vous êtes propriétaire d'une semaine. Et là, on vous donne parfois les clés, on vous dit restez une semaine pour voir, vous ne payez rien, pour vous faire acheter le produit. Là, ils en sont réduits quasiment à ça. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent, c'est pas un Tunisien qui baisse les prix ni quoi que ce soit. C'est l'hôtel qui fonctionne quasiment à plus qu'à perte. Il met de sa poche. Et pour payer le salarié et pour... Qu'est-ce qui se passe aussi? On sait tous que Tunisair a été un peu la poule aux odeurs pour l'ancien régime. Il y avait plein d'emplois fictifs. Vous savez tous que la compagnie Carthago, ils réparaient leurs avions et autres. Ils récupéraient carrément les plateaux de repas qui étaient facturés sur Tunisair, et c'était pour la deuxième compagnie. Donc, au lendemain du 14 janvier, tout le monde savait que Tunisair avait des grosses difficultés financières et avait besoin d'une réforme et d'être structuré pour rattraper un peu toutes ces malversations, cette corruption, tous cet état des lieux. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos chers gouvernants sur les deux troïkas? On a eu un super ministre des Transports qui a été d'une ingéniosité terrible, qui a encore replombé la structure en lui imposant du personnel. Alors qu'elle avait besoin de restructuration, c'est-à-dire de faire un peu le ménage, de faire des départs à la retraite, des choses pour revoir, rationaliser. La compagnie des maritimes, je vous dis ce qui s'est passé récemment. Il y a eu un harcèlement du PDG à un tel point qu'il est parti. Comme il était presque à l'âge de la retraite, il est parti. Parce qu'on voulait absolument qu'il recrute 50 personnes. Le bonhomme avait 8 milliards de dettes sur le dos, 8 milliards. L'entreprise avait 8 milliards de factures. Quand vous avez 8 milliards de factures, vous faites un plan de restructuration et de redressement. Il dit, moi je ne peux pas prendre vos 50 militants dans mon entreprise. Je ne peux pas les prendre. Je n'ai pas de quoi les payer. Qu'est-ce qu'on lui fait? On le harcèle. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il réfléchit comment redresser la structure. Il investit, il achète le Tanit. Et il a fait un plan, pour lui, ça pouvait que marcher, et ça allait marcher. On le harcèle, il s'en va. Le lendemain, les 50 rentrent dans l'entreprise. Voilà comment nos gouvernants, Troïka 1 et Troïka 2, et notre super ministre des Transports, sa vision de l'entreprise. C'est pour ça que vous continuerez à payer plus cher. Non, vous payez les dettes de l'entreprise, parce qu'elle ne peut pas faire autrement, autrement elle ferme. Et ça, la responsabilité, elle est politique. Ce n'est pas l'entreprise, c'est une responsabilité politique. Je vous donne un exemple. On a tous entendu parler de l'Afrique Tachira. Quand on a replacé ceux qui bénéficiaient d'amnistie générale, qui réintègrent l'entreprise. À la haine et au racisme. Ils ne peuvent que réintégrer leur entreprise parce qu'ils ont été chassés pour des raisons politiques. Mais ce que prévoyait le décret Mbassa, c'était les réintégrer, point barre. On les a réintégrés en faisant un décret qui permettait de les replacer, c'est-à-dire de leur faire une reconstitution de carrière, et celui qui était en bas de l'échelle se retrouve aujourd'hui avec 3 grades supplémentaires. Alors que pour avoir un grade dans la fonction publique, il faut passer des concours, ou faire des stages, ou avoir des compétences nouvelles. Là, parce que vous avez fait quelques années de prison, vous avez des compétences nouvelles. Je vous donne un exemple type. Un exemple type. J'ai le dossier sous la main et je sais de quoi je parle. Contrôleur aérien. Monsieur n'a pas le bac. Il est exclu de l'entreprise parce qu'appartenant à un mouvement politique, ce qui est dégueulasse, ce qui est vraiment quelque chose de condamnable. La question n'est pas là. À un moment, il venait tout juste d'introduire les radars et l'informatisation. Il n'a pas de formation en radar, et l'informatisation, il en a vu le début. Il revient dans l'entreprise après, et tant mieux, c'est son droit. Parce qu'on lui a confisqué un droit, c'est normal qu'on rétablisse un droit.
Mais sauf que lui, il n'a pas eu ces 15 ans de formation-là, entre-temps. Il a raté 15 ans. Il a raté 3 types de matériel nouveaux. L'informatisation totale. Le radar introduit, entre-temps, et tout ça, il ne l'a pas suivi. Il se retrouve aujourd'hui chef de salle et instructeur. Tout le monde sait que ce monsieur ne peut pas être instructeur. Il va transmettre à qui? Et qu'est-ce qu'il va transmettre? Un non-savoir qu'il n'a pas. Qu'est-ce qu'il va transmettre? Objectivement, il ne peut pas transmettre. Donc on sait tout ça pour qu'il bénéficie de toutes les augmentations salariales et de toutes les primes. Voilà ce qu'on en a fait et à quoi on a réduit les entreprises publiques. Il faut en être conscient. Aujourd'hui, le chantier qui nous attend est un chantier de réforme globale parce qu'on a mis à genoux les entreprises en 2 ans. On les a mis à genoux par ce type de recrutement ou par ce type de réinsertion. Et c'est grave, c'est très grave ce qui s'est passé. C'est très grave, on est en train de payer la facture de tout ça, de toutes ces erreurs, parce que les gens ont disposé des institutions de l'État comme c'était leur bien propre, mis à disposition pour en faire ce qu'ils voulaient. N'ayant aucun sens de l'État, aucun sens de la responsabilité, aucun sens de ce qu'il y a à faire pour construire. Ils avaient de l'ambition que pour eux et ils n'avaient pas d'ambition pour le pays. Et le problème, il est là. Et ça se multiplie. Quand il vous parle des grèves de phosphate, vous savez pourquoi il y avait des grèves à un moment? Parce qu'on a remplacé le PDG par un... Il arrivait à l'âge de la retraite. On a mis à sa place un homme qui n'avait rien à voir avec le... qui ne savait même pas à quoi ça ressemble. Une mine de phosphate. Des salariés se retrouvent à faire grève pour dire non, rendez-nous notre PDG, c'est quoi ce truc? Alors qu'il y avait un adjoint qui était là depuis une dizaine d'années, qui avait les compétences qu'il fallait pour reprendre la relève. Non, il fallait que ce soit un homme du parti. Même s'il n'a pas de compétences, c'est pas grave. Steg a failli à un moment où il y avait des coupures tout le temps. Pourquoi il y avait des coupures tout le temps? On a mis un petit technicien PDG. Et ça ne peut pas fonctionner. Moi, vous mettez quelqu'un au-dessus de moi, alors que je suis 10 fois plus diplômé, et vous m'obligez à exécuter, j'exécute quoi? Il n'est même pas capable de me donner un ordre correct. Il ne sait pas de quoi il cause. Donc c'est toute l'entreprise qui ne fonctionne plus après. Et tout est à démultiplier par rapport à tous les secteurs. Toutes les entreprises publiques ont été traitées de la même manière. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec des centaines et des centaines de salariés sur les bras dont ils ne savent pas quoi faire. Je vais plus loin. On a découvert, par exemple, il y a eu des erreurs dans la période de Béchira Essebsi. Au départ, il y a eu quelques erreurs de commises dans l'affolement. Il fallait calmer, apaiser. Donc on a créé des emplois sociaux. C'est-à-dire qu'on a répondu à la question économique par la réponse sociale. On a apaisé en donnant des petits boulots précaires, mais pour essayer d'apaiser un peu, pour redonner un peu d'espoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le nombre a doublé l'année d'après. Et c'est la Troïka. Et quand vous lui parlez de Bradal, vous dites, mais c'est Béchira Essebsi qui est responsable. Béchira Essebsi, on a créé quelques dizaines de milliers, mais on en est à plus de 100 et quelques mille aujourd'hui, et c'est pas lui qui les a créés. C'est la Troïka 1 et 2. Et qui les a? Ils ont tous leurs cartes. Je dis, mais on a un super copier-coller. On a assisté à un super copier-coller, mais en plus une mauvaise copie du copier-coller. Si encore ils savaient faire aussi bien, en prenant des compétences, pour les instrumentaliser et les mettre de leur côté. Même pas. On s'est retrouvé avec des incompétents mis à la tête des entreprises et allons-y allègrement. Ben, ça ne pouvait que dysfonctionner à un moment. Le patronat s'est mis du côté de l'UGTT à un moment et elle a dit on arrête les dégâts et on se met autour d'une table et on trouve des solutions au pays. C'est parce qu'à un moment, ce ne pouvait plus continuer sous cette forme. Pourquoi? Parce que lui-même n'avait plus d'interlocuteurs dans les ministères pour discuter des dossiers, des contenus des dossiers. Ils étaient bloqués. Des dossiers restaient des dizaines, des 6, 7, 8, 9 mois. Il n'y avait pas de directeur généraux capable de discuter des contenus. Donc investir dans quoi et avec qui? Vous voyez? Et là, on se retrouve un peu dans... Donc moi, sur la question du programme, je vais dire en 2 minutes, je vais être très 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 brève, désolée, mais en même temps, ça donne une vision. Une question aussi, c'est un mot, on va répondre à la question. D'accord. Moi, je vais vous donner des indicateurs, ça sera des pistes. Je ne vais pas rentrer dans le détail d'un programme économique, je pense que c'est un peu plus lent et il faut du temps. Ça demande du temps. Au-delà de la restructuration qui doit se faire sur le plan de la décentralisation et sur la question de la réforme fiscale, et d'une révolution fiscale, je dirais, les 380 000 forfaitaires qui doivent revenir sur du réel plutôt, parce que
Aujourd'hui, il y a un surabus et il y a à peu près 20% de fuite fiscale, sans parler de toute la... Et vous n'êtes pas élus convenablement, vous êtes des nominatifs à le vote dès le départ. Non. Et la situation qu'on vit actuellement, c'est la responsabilité de tous qui sont en tête actuellement. Dégage. On a vécu des passages plus pires que ça. Donc, non اسمع امي انا اتكلم عن امي تونس امي ولدتني فهمت ام الناس الكل دونك انا فيكو دي باساج مع بورقيبه مع المصالح مع بن صالح مع كلهم هذوكم اكبر مشكله اللي وقعت لنا لا غير دو بان 350 اردم وسلاح فهمت كوفر فو شهر كامل سي بلو بيور كو هذا ما معناها كلمة معناتها الريفوليسيون كيف تسافدير لو مو ريفوليسيون معناتها كمواطن كنت راقد 20 سنة وقت تنوض تصور تنوض تقوم من النوم اما تاكل كف طافت اللوطة ولا تطلع فوق ولا تويخ على روحك دونك انت كنت راقد يا مواطن كنت راقد 20 و30 سنة بنديري يا بنديري فهمت ولا يا واحد كل شيء وتوا كي تفقد هي والاسباب نتاعها راهي الاسباب نتاعها موشي هذاك ربي هو اللي سخر فهمت ولا فهمت لكن تو مش شيء الناس كلها تعرف تكلم je peux pas tenir هاك انت توا قاعده راضي بالهم يا هم راضي بالهم يا هم c'est pire en pire il faut ناس ولا Si vous avez juste à reformuler. C'est pas de 3, 4, 5 discours qu'ils ont fait. خليهم يتكلموا الاسماع يتكلموا يا سيدي الاسماع انا عندي حق نتكلم انا je peux répondre dans un quart d'heure في التواليت هما خداو une heure je vois c'est pas انت احترم روحك زاد tu as le droit les gens ils m'ont donné la parole donc de quoi je me mêle tu demandes de quoi de quoi je me mêle لا c'est pas vrai j'ai les gars